La solution de Leibniz, il y en aura plusieurs, mais la plus connue, celle qu'il expose dans un petit traité qui s'appelle la monadologie, c'est de dire que le monde est constitué essentiellement de monades. Alors qu'est-ce que c'est une monade? La définition la plus simple d'une monade, c'est une substance simple. Alors c'est une substance simple, tu me diras quel rapport il y a avec le regard. Il y a un rapport très clair avec le regard, c'est qu'au fond, c'est une substance simple qui contient en elle-même et qui enveloppe l'ensemble de l'univers vu d'un point de vue particulier. Il y a une infinité de monades. Chaque monade est différente, suivant le principe des indiscernables, qui fait qu'il n'y a pas deux individus dans la même nature qui sont exactement semblables. Donc il y a une infinité de monades, chaque monade est différente, et pourtant chaque monade exprime le monde tout entier d'un point de vue particulier. Alors, ça signifie quoi? Ça devient un peu plus compliqué d'essayer de se représenter cet univers. Qu'est-ce que c'est l'univers leibnizien? C'est cet univers où, au fond, imagine un espace, et chaque point de l'espace est un point de vue particulier sur cet espace. Imagine un plan, et chaque point du plan est un point de vue qui enveloppe l'ensemble du plan, mais dans un point de vue particulier. Alors si tu prends un plan horizontal, tu ne vas pas arriver très bien à te représenter ça. Tu peux mieux te représenter ça si tu conçois une conique ou un cône. Et au fond, le point, le sommet de la conique, c'est ce qui voit tout l'univers. Sauf que tu vois tout l'univers à l'intérieur même de la monade. La monade, donc c'est un regard qui au fond regarde l'ensemble de l'univers, et cet ensemble de l'univers, il le regarde depuis un point de vue qui est plus ou moins clair ou plus ou moins obscur, et qui contient en lui-même l'ensemble de l'univers. Donc c'est un regard purement interne. Il faut concevoir un monde qui au fond n'est fait que de regards. Leibniz ne dit pas regard, il dit perception, puisqu'au fond ce qui définit la monade, c'est essentiellement deux choses, c'est la perception, c'est-à-dire sa puissance de saisir quelque chose en elle-même, et c'est l'appétition, c'est-à-dire c'est le désir, parce que pour Leibniz, il n'y a pas de regard sans désir, et c'est ce qui motive au fond la perception. Donc, tu as cette série de perceptions, et il y a des monades qui perçoivent à peu près rien, et qui ne le perçoivent que dans l'instant, par exemple les monades matérielles, la matière chez Leibniz, c'est aussi, on est dans un idéalisme, donc la matière c'est aussi un esprit puisque c'est aussi une monade, c'est aussi qu'un point de vue. Il n'existe au fond que des points de vue. Et ces points de vue s'identifient intégralement à leur objet et à leur sujet. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un sujet qui porterait la perception, mais le sujet c'est cette perception, et ce qu'il perçoit, c'est lui-même en tant que miroir de Dieu ou de l'univers. Il faut imaginer un monde qui soit peuplé de scènes, au fond d'un immense théâtre qui démultiplierait à l'infini ces scènes, et où depuis chaque scène on puisse voir d'un certain point de vue toutes les autres scènes. Et on puisse les voir d'un certain point de vue toutes les autres scènes, mais on ne les voit que repliées à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'extérieur. L'invention, plutôt la reprise de la monade, ce concept qui le reprend mais qui le redétermine de manière entièrement nouvelle, ça répond à un certain nombre de problèmes, et de problèmes très réels, qui sont des problèmes à la fois épistémologiques, théologiques et presque existentiels qui se posent au XVIIe siècle. Le problème épistémologique, c'est le problème au fond qui se posait déjà dans les premiers traités de géométrie, c'est le problème de trouver un point fixe dans un univers qui n'a plus tout à fait de point fixe. Dans le champ géométrique, si tu regardes une projection, la projection perspective, l'ensemble du champ optique, il faut trouver le point fixe qui sera le point de fuite à partir duquel on peut dessiner l'ensemble des lignes de fuite. Donc c'est fixé d'un point de vue perspectif, mais au fond, il y a encore un problème, c'est qu'on ne peut pas penser l'unité, donc on peut le penser dans un champ perspectif, mais on ne peut pas penser le rapport exact entre ce point fixe qui est en dehors du champ du tableau et l'ensemble du tableau. Donc il faut toujours le chercher en dehors. Chez Leibniz, au contraire, il va essayer de le chercher au-dedans, et au lieu d'être dans une géométrie plane,
une géométrie qui fonctionne avec notamment le cercle et le carré, enfin les grandes figures de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire des figures qui ont toujours un centre. Lui, au contraire, il va raisonner, et là, il n'y a pas que Leibniz, avant Leibniz, il y a Desargues, il y a Pascal, qui sont très importants. Lui, il va raisonner à partir des coniques et des cylindres. Donc, il va réinventer toute une nouvelle géométrie qui donnera lieu à ce qu'on appellera plus tard la topologie, ce que Leibniz appelle l'analyse situ, donc l'analyse du site. On va analyser le site à l'intérieur d'une courbe. Bon, alors mathématiquement, ça deviendrait très compliqué à essayer de décrire. Ce qui nous intéresse, c'est, au fond, ce problème épistémologique, il a un problème théologique qui est celui que formule Pascal dans des termes très existentiaux, qui est le problème de qu'est-ce qu'on fait dans un monde qui n'a plus de centre. Et là, il y a un point de basculement au moment de Leibniz, notamment entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, c'est que ce monde infini, c'est une grande joie pour la plupart des penseurs, pour Nicolas de Cuse jusqu'à Giordano Bruno. C'est une grande joie l'idée qu'il y ait un nombre infini de mondes à découvrir. Ça devient une source d'angoisse et une source de silence au XVIIe siècle. Bon, le silence des espaces infinis m'effraie, enfin, la grande formule que Pascal prête à son libertin dans les pensées, c'est une pensée qui commence à obséder le XVIIe siècle. Et Leibniz, il arrive, et sa solution de la monade, c'est au fond une solution d'essayer de trouver, de constituer un monde qui soit infini, qui comprenne en lui-même l'infini, et qui n'ait plus de centre du tout. Sauf, évidemment, le point de vue des points de vue, c'est-à-dire le point de vue de Dieu. Point de vue des dieux, ce que Leibniz appelle le géométral du monde, bon, dans le vocabulaire de l'époque, et ce point de vue de Dieu, ce serait au fond le point de vue qui comprend tous les autres points de vue. Et au fond, ce qui devient intéressant du côté du regard, c'est que qu'est-ce qui vient distinguer au fond de la vue, ou le point de vue du regard, c'est la compréhension. C'est qu'évidemment, ce qui va distinguer, puisque l'infinité des monades sont toutes différentes, c'est qu'on peut comprendre, on peut percevoir plus ou moins clairement. Donc la perception entièrement claire, la perception totalement transparente, qui voit la totalité du monde, et non seulement la totalité du monde réel, mais qui voit l'infinité des mondes possibles autour de ce monde réel, et qui va calculer le meilleur des mondes à l'intérieur de l'ensemble de ces mondes possibles, c'est seulement le point de vue de Dieu. C'est évidemment actuel, cette idée au fond que le monde est constitué d'une multiplicité de regards qui ne regardent fondamentalement qu'eux-mêmes, et qui parviennent malgré tout, d'une manière ou d'une autre, à communiquer les uns avec les autres de manière assez mystérieuse en tout cas. Il y a une communication qui passe, mais on ne sait pas comment elle passe. La seconde raison qui me plaît, c'est qu'au fond, dans ce monde assez tragique, et assez noir du monde classique, Leibniz, c'est un optimisme formidable. Un optimisme formidable, c'est-à-dire que cette idée, à Voltaire s'est beaucoup moqué, à travers la figure de Pangloss, de ce meilleur des mondes possibles. Mais au fond, ce qui signifie Leibniz d'abord par le meilleur des mondes possibles, c'est qu'il faut sortir du regard du juge. C'est qu'au fond, on ne peut jamais juger l'intégralité d'un monde parce qu'on ne peut jamais le connaître intégralement jusqu'à l'infini. Et qu'au fond, tant qu'on ne peut pas percevoir les choses dans leur infinité et en dépliant la totalité des raisons qui les font être, on ne peut pas les juger. Du même coup, il y a cette idée d'un optimum, c'est-à-dire cette idée d'un maximum d'effets pour un minimum de dépenses. Il y a cette idée d'un optimum qui rend peut-être pour la dernière fois, qui soutient le grand rêve philosophique, au fond, d'un monde entièrement transparent. Et c'est un monde entièrement transparent qu'aucune monade, depuis son point de vue duel, ne peut entièrement déplier, mais au fond, il est possible
Il soutient cette grande idée, c'est un peu paranoïaque de la philosophie, il la soutient qu'au fond, il est absolument possible de tout voir, il est possible en tout cas de tout regarder et de tout déplier, jusqu'à un certain point qui est fixé d'avance par sa place dans l'univers. La seconde raison, elle est un peu plus personnelle. La seconde raison, c'est qu'au fond, cette idée d'une monade dans laquelle le sujet et l'objet s'identifient complètement, puisqu'au fond, le sujet n'est que regard, et ce regard n'est qu'un regard sur soi. Ça dépend complètement de la conception classique du regard, même pas classique, mais la conception spontanée du regard, notamment du regard de l'autre. Toujours quelque chose d'un peu angoissant pour moi dans le regard de l'autre. Il y a quelque chose d'un petit peu angoissant dans le regard de l'autre, et cette angoisse du regard de l'autre, c'est quand même que l'autre te chosifie, te transforme en objet, et fasse de toi quelque chose à sa portée, qu'il puisse dans laquelle tu cesses d'être sujet sous son regard. Alors qu'au contraire, chez Leibniz, puisqu'au fond chaque regard est entièrement tourné à l'intérieur de soi, chaque regard est interne, il n'y a pas de regard en extériorité, il n'y a pas de chosification possible, puisqu'au fond, tout est regard, c'est-à-dire que tout est sujet, ou en tout cas tout est sujet en tant que perception et désir. Il n'y a toute chose, même les choses, même la vie inorganique, n'est faite au fond que de perception et de désir qui motivent cette perception. Et que de ce point de vue-là, il n'y a plus de chosification possible, il n'y a plus d'objectivation possible, puisqu'au fond, chaque regard te libère entièrement. Une société où tout serait regard, vu d'aujourd'hui, ça paraîtrait une société terrifiante. Une société de Big Brother, une société entièrement panoptique, alors que chez Leibniz, une société où il n'y a que des regards. Si tout devient un regard, alors d'abord on verra plus grand chose, et ensuite il n'y a pas à s'en inquiéter, parce que si tout est regard, alors la seule chose qu'on peut voir, qu'on peut regarder, c'est sa propre vision, ou en tout cas le monde depuis l'intérieur de sa propre vision. Leibniz, à maints égards, c'est le plus prolixe et le plus pur des philosophes de notre modernité. Et c'est pas pour rien qu'il y a une telle passion philosophique chez lui et qu'il pense le monde comme un monde constitué intégralement de regards orientés vers soi-même. Parce qu'au fond, ça me semble une assez bonne définition de la philosophie, l'idée que la seule chose, le seul acte possible qu'on puisse faire sur Terre, c'est se regarder soi-même. C'est essayer, en se regardant soi-même, de déplier les plis de son âme, de son corps, parce que les deux plans sont quand même séparés, même si c'est deux plans idéaux l'un et l'autre, et qu'au fond, c'est une assez bonne définition de la philosophie, peut-être même une assez bonne définition de la psychanalyse, cette idée qu'au fond, il n'y a qu'une seule chose à faire sur Terre, c'est déplier les perceptions repliées au fond de soi-même.